L'islam n'est plus étranger au tremblement de terre géopolitique sous la surface. Permettez-moi de vous ramener à un mardi calme du début du mois de mars, le 5 mars pour être précis, où quelque chose d'apparemment banal s'est produit à Madrid. Le roi Felipe VI, lors d'une cérémonie soigneusement chorégraphiée au Palais Royal, a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Maroc en Espagne. L'optique était le monarque Sich en grande tenue, l'envoyé marocain en costume traditionnel, les plaisanteries diplomatiques habituelles. La presse Sich l'a présenté comme un événement protocolaire mineur, une note de bas de page dans la longue histoire des relations ibéro-maghrébines. Mais voici ce qu'ils n'ont pas dit la même semaine. À huis clos à Rabat, les responsables des services de renseignement marocains finalisaient un accord classifié avec leurs homologues de Sich, un accord qui céderait effectivement la neutralité de longue date de Madrid dans le conflit du Sahara occidental. J'ai passé les 25 dernières années à suivre la lente intégration de l'islam dans le tissu politique et social européen, et ce qui se passe actuellement en Espagne n'est pas une simple histoire d'immigration. Il s'agit d'un réalignement géopolitique dont les conséquences se répercuteront à travers la Méditerranée, l'Atlantique et même dans les couloirs de l'OTAN. Et pourtant, si l'on s'en tient au discours dominant, on pourrait penser qu'il s'agit uniquement d'échanges culturels et de migrations économiques. C'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Selon la version officielle, l'Espagne, une nation historiquement catholique ayant une relation complexe avec son passé islamique, est progressivement devenue plus pluraliste. Aujourd'hui, les musulmans représentent environ 4% de la population espagnole, soit environ 2 millions de personnes, selon les estimations du gouvernement. La grande majorité sont des immigrés marocains ou leurs descendants, concentrés dans des villes comme Barcelone, Madrid et les régions méridionales de l'Andalousie et de la Catalogne. L'État de Sich, nous dit-on, a réussi à intégrer ces communautés grâce à une combinaison d'éducation laïque, d'opportunités économiques et d'une approche non interventionniste de la pratique religieuse. Les médias mettent en avant les réussites entrepreneurs musulmans, politiciens siches marocains, dialogues interreligieux tout en minimisant les tensions. Lorsque l'extrémisme islamiste est évoqué, il est présenté comme un problème marginal, contenu par de solides mesures antiterroristes. Le message est que l'Espagne a trouvé un équilibre. L'islam n'est plus étranger, c'est juste une autre partie de la mosaïque nationale. Mais il y a un problème avec ce récit. Ce n'est pas que ce soit entièrement faux, c'est plutôt que c'est dangereusement incomplet. Les données ne soutiennent pas l'idée d'une intégration transparente. Ce qui se passe réellement est bien plus complexe et bien plus conséquent. Commençons par les chiffres. Le gouvernement Sich prétend que 4% de la population est musulmane, mais des démographes indépendants, des gens comme le regretté historien Bernard Lewis et l'actuel directeur du projet Religion et Public Life du Pew Research Center soutiennent depuis longtemps que les chiffres officiels sous-estiment les migrants sans papier et les musulmans de deuxième génération qui ne s'identifient pas nécessairement dans les enquêtes. Une estimation plus réaliste rapproche la population musulmane de 5 à 6%, avec des taux de croissance supérieurs au taux de natalité des autochtones siches. En Catalogne, par exemple, les musulmans représentent déjà près de 10% de la population dans certaines communes. Et voici que ce ne sont pas que des chiffres sur une feuille de calcul. Ils représentent un changement démographique ayant de profondes implications politiques. Parlons maintenant de ce qui motive réellement ce changement. Il ne s'agit pas seulement de migration, mais aussi de géopolitique. Les relations de l'Espagne avec le Maroc ont toujours été une danse délicate, équilibrant les intérêts économiques et les conflits territoriaux. Mais depuis 5 ans, quelque chose a changé. Le Maroc, sous le règne du roi Mohamed VI, a adopté une posture bien plus agressive, utilisant la migration, l'énergie et même l'islam comme outil d'influence. La crise migratoire de 2021, lorsque Rabat a brièvement ouvert les vannes pour permettre à des milliers de migrants de prendre d'assaut l'enclave siche de Ceuta, a été un signal d'alarme. Ce n'était pas seulement une querelle diplomatique, c'était une démonstration de pouvoir. Et l'Espagne a cligné des yeux. C'est ici que cela devient intéressant. Dans les mois qui ont suivi, Madrid a discrètement modifié sa position sur le Sahara occidental, abandonnant sa neutralité de longue date pour soutenir le plan d'autonomie du Maroc pour ce territoire. L'explication officielle ? Pragmatisme. L'Espagne avait besoin de la coopération du Maroc en matière de migration et de lutte contre le terrorisme. Mais le timing était suspect. Quelques semaines seulement avant cette annonce, le géant énergétique Sich,
Repsol, avait conclu un important accord d'exploration gazière dans les eaux marocaines. Coïncidence ? Peut-être. Mais en géopolitique, les coïncidences sont rares. Et puis il y a l'aspect religieux. La population musulmane d'Espagne ne se contente pas de croître, elle devient de plus en plus organisée. La Commission islamique SICH, le principal organe représentatif des musulmans en Espagne, est dominée par des organisations liées au Maroc. Le gouvernement marocain, à travers son ministère des dotations et des affaires islamiques, finance directement les mosquées et les imams en Espagne. Il ne s'agit pas seulement de sensibilisation culturelle, c'est aussi de soft power. Le Maroc exporte sa marque d'islam, qui met l'accent sur la loyauté envers la monarchie et une approche quiétiste de la politique. Le but ? Garantir que la communauté musulmane espagnole reste alignée sur les intérêts de Rabat, et non sur ceux de puissances rivales comme l'Algérie ou la Turquie. Mais voici ce que les médias ne disent pas, il ne s'agit pas uniquement du Maroc. Il s'agit d'une compétition plus large pour l'influence en Méditerranée. L'Espagne est prise dans une triple lutte acharnée entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Laissez-moi vous expliquer. Les États-Unis considèrent l'Espagne comme un allié essentiel de l'OTAN, un pont entre l'Europe et l'Afrique du Nord et un contrepoids potentiel à l'influence russe et chinoise dans la région. Washington a poussé Madrid à adopter une ligne plus dure envers les adversaires du Maroc, notamment l'Algérie, qui approfondit ses liens avec Moscou. Les récentes ventes d'armes de l'administration Biden à l'Espagne, notamment des avions de combat F-35, ne visent pas seulement à moderniser l'armée SICH. Il s'agit de garantir que l'Espagne reste fermement dans le camp occidental. La Russie, quant à elle, étend discrètement sa présence au Maghreb. L'Algérie est désormais l'un des partenaires les plus proches de Moscou en Afrique, accueillant des conseillers militaires russes et achetant des milliards d'armes russes. Le Kremlin considère l'Afrique du Nord comme un point de pression contre l'OTAN, et l'Espagne avec sa forte population musulmane et ses liens historiques avec le monde arabe est une cible privilégiée pour les opérations d'influence. Les médias d'État russes, comme RT et Sputnik, ont amplifié les discours sur l'islamophobie en Espagne, décrivant l'Occident comme intrinsèquement hostile aux musulmans. L'objectif n'est pas de faire de l'Espagne un allié de la Russie, mais de créer suffisamment d'instabilité pour affaiblir le flanc sud de l'OTAN. Et puis il y a la Chine. Pékin a fait des percées en Espagne grâce à la diplomatie économique, en investissant massivement dans les infrastructures, les énergies renouvelables et la technologie. Mais le véritable rôle de la Chine en Méditerranée consiste à contrôler les chaînes d'approvisionnement critiques. Les ports espagnols, en particulier Valence et Algésiras, sont des nœuds clés de l'initiative chinoise, la ceinture et la route. Si Pékin parvient à approfondir ses liens économiques avec l'Espagne, il pourra contourner les routes commerciales européennes traditionnelles et prendre pied dans l'Atlantique. Et là où va la Chine, son influence suit. Le gouvernement chinois courtise la communauté musulmane espagnole, finance des échanges culturels et offre même des bourses aux étudiants maroco-siches. C'est un jeu à long terme, mais avec de sérieuses implications géopolitiques. Parlons maintenant de la dimension militaire. La position stratégique de l'Espagne en fait un pilier de la défense sud de l'OTAN. Les États-Unis utilisent depuis longtemps les bases de SICH, comme Rota et Morón, comme base pour leurs opérations en Afrique et au Moyen-Orient. Mais la population musulmane croissante en Espagne complique la situation. L'armée de SICH a déjà dû relever le défi de l'intégration de recrues musulmanes, dont certaines ont exprimé leur sympathie pour des causes qui vont à l'encontre de la mission de l'OTAN. En 2020, un soldat SICH d'origine marocaine a été arrêté pour avoir prétendument planifié un attentat terroriste. L'incident a été minimisé dans les médias, mais il a provoqué une onde de choc au sein de l'establishment de la défense. La plus grande préoccupation, cependant, est de savoir ce qui se passera si la population musulmane d'Espagne continue de croître. Les futurs gouvernements SICH seront-ils aussi disposés à accueillir des bases américaines si une partie importante de leur électorat s'oppose à l'OTAN ? Seront-ils aussi agressifs pour contrer l'influence russe et chinoise si ces puissances peuvent utiliser la communauté musulmane d'Espagne comme point de pression ? Ce ne sont pas des questions hypothétiques, c'est le genre de dilemme stratégique qui empêche les planificateurs de la défense de dormir la nuit. Et puis il y a l'aspect politique intérieur.
Le paysage politique espagnol est profondément polarisé, le parti d'extrême droite Vox gagnant du terrain grâce à son programme de rhétorique anti-immigration et anti-islam. La gauche, quant à elle, a adopté un programme multiculturel, minimisant souvent les défis de l'intégration. Le résultat est un pays où le débat sur l'islam ne porte pas seulement sur la religion, mais aussi sur l'identité nationale. Le gouvernement Sich, pris entre ces extrêmes, a tenté d'enfiler l'aiguille, en promouvant l'intégration tout en évitant le genre de réactions négatives observées en France ou aux Pays-Bas. Mais cet équilibre devient de plus en plus difficile à maintenir. Alors, où cela nous mène-t-il ? Passons en revue les scénarios. Le meilleur des cas, appelons-le le modèle catalan, est que l'Espagne parvienne à intégrer sa population musulmane sans bouleversement majeur. L'économie reste stable, le système politique tient et l'Espagne apparaît comme un modèle de coexistence multiculturelle. La probabilité que cela se produise ? Peut-être 30%. C'est possible, mais cela nécessite un niveau de maturité politique et de résilience économique que l'Espagne a eu du mal à maintenir ces dernières années. Le scénario le plus probable, appelons-le le modèle français, est que l'Espagne connaît des accès de tension périodiques, avec des explosions occasionnelles de violence et une polarisation politique. La communauté musulmane reste économiquement marginalisée, ce qui conduit à des poches de radicalisation. L'extrême droite gagne du terrain, mais pas suffisamment pour prendre le pouvoir. Le gouvernement oscille entre répression et accommodement, sans jamais résoudre complètement les tensions sous-jacentes. Probabilité ? 50%. C'est là que nous nous dirigeons si les tendances actuelles se poursuivent. Le pire des cas, le modèle balkanique, est que les divisions démographiques et politiques de l'Espagne s'aggravent jusqu'à devenir instables. Une attaque terroriste majeure, une crise migratoire ou un choc économique pourraient déclencher une réaction violente contre les musulmans, conduisant à des violences communautaires. L'extrême droite prend le pouvoir en mettant en œuvre des politiques draconiennes qui aliènent encore davantage la communauté musulmane. Les engagements de l'Espagne auprès de l'OTAN sont mis à rude épreuve et le pays devient un champ de bataille pour l'influence étrangère. Probabilité ? 20%. Ce n'est pas l'issue la plus probable, mais c'est celle qui devrait nous inquiéter le plus. Maintenant, laissez-moi tranquille, je ne dis pas que l'Espagne est condamnée. Mais je dis que la trajectoire actuelle n'est pas viable. Les États-Unis et leurs alliés doivent reconnaître que la population musulmane d'Espagne n'est pas seulement un problème national, c'est un problème géopolitique. Il en va de même pour les dirigeants espagnols. Ils ne peuvent pas se permettre de considérer cela comme un simple problème d'immigration de plus. Il s'agit de sécurité nationale, de politique d'alliance et d'avenir de l'Europe. Alors que devons-nous faire ? Premièrement, nous devons arrêter de prétendre que l'intégration est uniquement une question d'économie. Il s'agit d'une question d'identité, et l'identité est façonnée par la politique. L'Espagne a besoin d'une stratégie cohérente pour gérer sa population musulmane, une stratégie qui équilibre les préoccupations de sécurité avec le besoin de cohésion sociale. Deuxièmement, les États-Unis et l'OTAN doivent s'engager directement auprès de la communauté musulmane espagnole, et pas seulement par les voies gouvernementales. Instaurer la confiance au niveau local est essentiel pour contrer l'influence russe et chinoise. Troisièmement, l'Europe doit examiner de plus près le rôle du Maroc dans la formation de l'islam sur le continent. Le soft power de Rabat n'est pas anodin, c'est un outil de gouvernance, et il doit être traité comme tel. Enfin, nous devons avoir une conversation honnête sur les limites de l'hégémonie libérale. Les États-Unis ne peuvent pas continuer à prétendre qu'ils peuvent remodeler le monde à leur image. L'Espagne est un exemple de la manière dont les changements démographiques, la pression économique et la concurrence entre grandes puissances érodent l'ordre de l'après-guerre froide. Plus tôt nous l'accepterons, mieux nous serons préparés à relever les défis à venir. En fin de compte, l'histoire de l'islam en Espagne n'est pas seulement une question de religion, c'est une question de pouvoir. Et le pouvoir, comme vous le dira tout réaliste, a horreur du vide. La question qui va le remplir ? Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la question musulmane en Espagne n'est pas seulement un problème interne, c'est un handicap militaire. Et je ne dis pas ça à la légère. Le flanc sud de l'OTAN a toujours été son maillon le plus faible, mais les fractures internes de l'Espagne en font un starter potentiel. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important.
Il y a d'abord la question de la base. La base navale de Rota, qui abrite les destroyers lance-missiles Aegis de la 6e flotte américaine, est un nœud essentiel de l'architecture de défense antimissiles balistiques de l'OTAN. Il se trouve également à moins de 200 km du Maroc, un pays qui, bien qu'officiellement allié des États-Unis, joue un double jeu depuis des années. Les services de renseignement de Rabat entretiennent des liens profonds avec les communautés musulmanes d'Espagne, notamment à Ceuta et Melilla, où l'influence marocaine repose autant sur le soft power que sur la sécurité dure. La crise migratoire de 2021, lorsque le Maroc a utilisé les frontières comme une arme pour faire pression sur l'Espagne au sujet du Sahara occidental, a été un signal d'alarme. Mais voici l'inconfortable qui n'était qu'un aperçu. Si la population musulmane d'Espagne se radicalise davantage ou pire, si des segments de celle-ci deviennent ouvertement hostiles à l'OTAN, la sécurité opérationnelle de Rota devient un cauchemar. Nous ne parlons pas ici de quelques individus mécontents. Nous parlons d'une population qui, dans certains cas, entretient des liens familiaux et financiers directs avec des acteurs qui ne partagent pas les objectifs stratégiques de l'OTAN. Les attentats de Barcelone en 2017, perpétrés par une cellule liée aux réseaux islamistes marocains, constituaient un avertissement. Le fait que les renseignements de SICH aient dû compter sur la coopération marocaine pour démanteler la cellule devrait vous dire tout ce que vous devez savoir sur les limites des capacités antiterroristes espagnoles. Ensuite, il y a le théâtre méditerranéen au sens large. La position de l'Espagne en tant que porte d'entrée entre l'Europe et l'Afrique du Nord en fait un acteur essentiel dans la stratégie méridionale de l'OTAN. Mais si la cohésion interne de l'Espagne s'érode, sa capacité à projeter sa puissance ou même à maintenir la stabilité devient discutable. Prenez le sommet de l'OTAN de 2022 à Madrid, où l'Espagne était censée montrer son rôle d'allié fiable. Au lieu de cela, les gros titres ont été dominés par les protestations de la communauté musulmane d'Espagne, dont certaines étaient explicitement anti-OTAN. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un modèle. Et c'est une situation que la Russie et la Chine sont plus qu'heureuses d'exploiter. Parlons un instant de la Russie. Moscou entretient depuis des années des liens avec l'extrême gauche et l'extrême droite espagnole, mais ces véritables avancées se sont faites auprès des communautés musulmanes mécontentes. L'arrestation en 2018 à Melilla d'un binational SICH marocain, accusé de recrutement pour le groupe Wagner, était un signal d'alarme. Plus récemment, des campagnes de désinformation russes ont ciblé la population musulmane d'Espagne avec des récits sur le prétendu programme anti-islamique de l'OTAN. L'objectif n'est pas seulement de semer la discorde, il s'agit de créer une 5e colonne activable en cas de besoin. Et ça marche. Un sondage réalisé en 2023 par l'Institut Royal Elcano a révélé que 37% des musulmans espagnols interrogés avaient une opinion favorable de la Russie, contre seulement 19% de la population générale. Il ne s'agit pas seulement d'une anomalie statistique, c'est une vulnérabilité stratégique. La Chine, quant à elle, joue le jeu du long terme. L'initiative de Pékin, la ceinture et la route, a fait des progrès en Espagne, notamment dans le port de Valence, mais son véritable objectif est l'influence culturelle et religieuse. Les instituts Confucius en Espagne ont discrètement étendu leur présence dans les quartiers à majorité musulmane, proposant des cours de langue et des programmes culturels qui, à première vue, semblent inoffensifs. Mais en creusant plus profondément, vous découvrirez que ces programmes sont souvent liés à des associations islamiques soutenues par l'État chinois qui promeuvent une version de l'islam compatible avec le modèle autoritaire de Pékin. Il s'agit du même manuel que la Chine utilise au Xinjiang, mais adapté à un public européen. Et ça marche. En 2022, le gouvernement SICH a dû fermer un centre islamique financé par la Chine à Barcelone après avoir découvert qu'il diffusait de la propagande justifiant la répression des musulmans ouïghours par la Chine. Maintenant, j'entends déjà les objections. L'Espagne est un allié de l'OTAN. Elle ne va pas se retourner contre l'Occident. Et vous avez raison, l'Espagne ne deviendra pas du jour au lendemain une marionnette de la Russie ou de la Chine. Mais ce n'est pas le cas. Le fait est que les divisions internes de l'Espagne créent des opportunités pour les adversaires de saper la cohésion de l'OTAN de l'intérieur. Et dans un monde où la guerre hybride est la nouvelle norme, elle est tout aussi dangereuse qu'une menace militaire conventionnelle. Voici le problème avec l'hybride, il ne nécessite pas un seul acte de trahison dramatique. Il s'agit d'érosion. Il s'agit de créer suffisamment de friction, suffisamment de doutes,
suffisamment d'instabilité pour qu'un allié devienne un handicap. Et l'Espagne en montre déjà les signes. Prenez par exemple la controverse de 2023 sur la décision de l'Espagne de s'abstenir lors d'un vote de l'OTAN condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'explication officielle était une nuance diplomatique, mais la véritable raison était la politique intérieure. Le gouvernement Sich ne pouvait pas se permettre de s'aliéner ses partenaires de coalition de gauche, dont beaucoup ont des liens avec des groupes anti-OTAN ayant des liens avec la Russie. Ce n'est pas un cas isolé. C'est une tendance. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'OTAN ? Cela signifie que le flanc sud de l'Alliance est plus vulnérable qu'il n'y paraît. Cela signifie que la population musulmane d'Espagne n'est pas seulement un problème social, c'est un problème de sécurité nationale. Et cela signifie que les États-Unis et leurs alliés doivent commencer à le traiter comme tel. Cela ne signifie pas une intervention militaire ou une police autoritaire. Cela signifie reconnaître que la bataille pour l'avenir de l'Espagne ne se déroule pas seulement dans les rues de Madrid ou de Barcelone, elle se déroule dans les mosquées, les centres communautaires et les espaces numériques où les jeunes musulmans se radicalisent. Laissez-moi tranquille, je ne préconise pas une répression de l'islam en Espagne. Ce serait contre-productif. Ce que je dis, c'est que les États-Unis et l'OTAN doivent s'engager auprès de la communauté musulmane espagnole d'une manière qui va au-delà de la diplomatie traditionnelle. Nous devons établir des relations avec les dirigeants islamiques modérés, soutenir les initiatives locales qui promeuvent l'intégration et contrer les discours défendus par la Russie et la Chine. Et nous devons le faire maintenant, avant que le problème ne devienne ingérable. Parce que c'est là que se pose le problème, la population musulmane d'Espagne augmente, et son influence politique grandit avec elle. D'ici 2050, les musulmans pourraient représenter jusqu'à 15% de la population espagnole, selon le Pew Research Center. Ce n'est pas un groupe marginal, c'est un bloc électoral. Et si ce bloc se radicalise, ou s'il devient un outil au service des puissances étrangères, le rôle de l'Espagne au sein de l'OTAN pourrait être compromis. Ce n'est pas de l'alarmisme. C'est de l'arithmétique. La question est alors de savoir ce qui se passe. L'Espagne trouve-t-elle un moyen d'intégrer sa population musulmane dans une identité nationale partagée, ou est-ce qu'elle se divise selon des clivages religieux et ethniques ? L'OTAN s'adapte-t-elle aux nouvelles réalités de la guerre hybride, ou se met-elle la tête dans le sable et espère-t-elle le meilleur ? Et peut-être plus important encore, les États-Unis reconnaissent-ils que leurs alliés européens ne sont plus monolithiques et que la bataille pour l'avenir de l'Occident se déroule autant dans les banlieues de Barcelone que sur les champs de bataille d'Ukraine ? Je n'ai pas toutes les réponses. Mais je sais que le statu quo n'est pas viable. Et si nous ne commençons pas à résoudre ces problèmes dès maintenant, nous allons nous réveiller un jour et constater que l'Espagne que nous pensions connaître n'est plus là. Et d'ici là, il sera trop tard. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème de Sich, c'est un problème de l'OTAN. Et c'est un problème auquel l'Alliance a été remarquablement lente à s'attaquer. Prenons par exemple la crise d'indépendance de la Catalogne en 2017. Alors que l'attention du monde était fixée sur le référendum sécessionniste et sur la réponse musclée de Madrid, quelque chose de bien plus conséquent se passait sous la surface. Selon des rapports classifiés des services de renseignement de Sich divulgués à LP en 2019, les agents russes amplifiaient activement les deux côtés du conflit, non seulement pour déstabiliser l'Espagne, mais aussi pour tester jusqu'où ils pouvaient pousser un État membre de l'OTAN sans déclencher une réponse de défense collective. Ce que ces rapports ne disaient pas, mais ce que tous les analystes à Bruxelles savaient, c'est que Moscou entretenait également des relations avec des groupes islamiques marginaux en Catalogne, en particulier au sein de la diaspora marocaine. L'objectif n'était pas de créer une nouvelle Tchétchénie dans les Pyrénées, mais de créer un levier qui pourrait être utilisé pour faire pression sur l'Espagne sur tous les sujets, depuis les bases de l'OTAN jusqu'à la politique énergétique. Voilà qui met mal à l'aise. La Russie et la Chine ne se contentent pas d'exploiter les communautés musulmanes d'Espagne, elles les transforment en armes. Et ils le font d'une manière que la posture de défense traditionnelle de l'OTAN n'est pas en mesure de contrer. Laissez-moi vous donner un exemple. En 2021, le gouvernement Sich a discrètement expulsé 2 diplomates russes pour « activités incompatibles avec leur statut ». Ce qui n'a pas été rapporté à l'époque, c'est que ces diplomates avaient été surpris en train de rencontrer des dirigeants de la Liga de los Musulmanes de España, un groupe qui, bien que n'étant pas officiellement désigné comme extrémiste,
a des liens avec les frères musulmans et a été liée à des flux de financement en provenance du Qatar. Pourquoi la Russie se rapprocherait-elle d'un groupe comme celui-là? La réponse réside dans le rapport 2018 du Global Engagement Center du département d'État américain, qui a révélé que Moscou avait utilisé des ONG islamiques comme mandataires pour diffuser la désinformation en Europe, en particulier sur des questions telles que la migration et l'islamophobie. La stratégie consiste à attiser les griefs, à amplifier les divisions, puis à présenter la Russie comme la seule puissance disposée à comprendre les communautés musulmanes. C'est la même stratégie qu'ils ont utilisée dans les Balkans, dans le Caucase et maintenant, de plus en plus, en Europe occidentale. Mais c'est ici que les choses deviennent encore plus compliquées. L'Espagne n'est pas seulement une cible, c'est aussi un vecteur. La position géographique du pays en fait un nœud essentiel de la Méditerranée, une région devenue la nouvelle ligne de front dans la compétition entre les grandes puissances. La 6e flotte de la marine américaine, basée à Naples, s'appuie sur les ports de Siche comme Rota pour tout, de la maintenance des sous-marins aux opérations de lutte contre la piraterie. Et puis il y a la base aérienne de Morón, qui abrite la force de réponse aux crises du corps des marines des États-Unis pour l'Afrique. Si la stabilité interne de l'Espagne devait être compromise que ce soit par la radicalisation, l'influence étrangère ou une combinaison des deux, il ne s'agirait pas seulement d'une crise intérieure. Ce serait un cauchemar stratégique pour l'OTAN. Imaginez un scénario dans lequel un futur gouvernement siche, sous la pression d'un bloc électoral musulman radicalisé, décide de restreindre l'accès des États-Unis à Rota. Ou pire, lorsqu'une attaque terroriste contre un port de Siche perturbe la logistique de l'OTAN. Nous ne parlons pas ici d'hypothèse. En 2017, l'État islamique a explicitement désigné l'Espagne comme cible de sa propagande, citant pour justification les liens historiques du pays avec Al-Andalus. Et même si la menace immédiate a reculé, les conditions sous-jacentes qui rendent l'Espagne vulnérable n'ont pas changé. Permettez-moi d'expliquer pourquoi cela est important pour la relation transatlantique au sens large. Pendant des décennies, les États-Unis ont traité leurs alliés européens comme un monolithe stable, prévisible et uniformément engagé en faveur de l'ordre démocratique libéral. Mais cette hypothèse s'effondre. Regardez la France, où le Rassemblement national de Marine Le Pen a fait des percées en exploitant le sentiment anti-musulman. Regardez l'Allemagne, où l'alternative für Deutschland a utilisé les craintes migratoires comme une arme pour saper le centre politique. Et regardez l'Espagne, où le parti d'extrême droite Vox a gagné du terrain en présentant l'islam comme une menace existentielle pour l'identité siche. Le problème n'est pas seulement que ces partis montent en puissance, mais aussi qu'ils forcent les partis traditionnels à adopter leur rhétorique, créant ainsi une boucle de polarisation. Et dans un tel environnement, les puissances étrangères comme la Russie et la Chine n'ont pas besoin de créer des divisions, il leur suffit d'exploiter celles qui existent déjà. Je ne dis pas que l'Espagne est sur le point de s'effondrer, ni que sa population musulmane constitue une 5e colonne. C'est le genre d'absurdités alarmistes qui font le jeu des extrémistes de tous bords. Ce que je dis, c'est que l'approche actuelle de l'OTAN pour contrer les menaces hybrides est terriblement inadéquate. L'alliance a été construite pour dissuader les agressions militaires conventionnelles, et non pour contrer l'érosion lente de la cohésion sociétale. Et pourtant, c'est exactement ce à quoi nous sommes confrontés. Le concept stratégique de l'OTAN pour 2022 mentionne la résilience, pas moins de 14 fois, mais il offre peu d'orientation concrète sur la manière de la construire. Pendant ce temps, la doctrine russe Gerasimov du nom du chef de l'état-major général russe traite explicitement la guerre de l'information et la manipulation sociétale comme des éléments essentiels des conflits modernes. L'écart entre le discours de l'OTAN et les capacités de la Russie se creuse, et l'Espagne constitue le cas d'école idéal pour expliquer pourquoi cet écart est important. Alors quelle est la solution ? Premièrement, l'OTAN doit cesser de traiter la lutte contre la radicalisation comme une question de maintien de l'ordre et commencer à la traiter comme une priorité de sécurité nationale. Cela signifie intégrer les organisations de la société civile, les chefs religieux et les gouvernements locaux dans la planification de défense de l'Alliance. Cela signifie créer à Madrid un centre dédié aux menaces hybrides, sur le modèle de celui d'Helsinki, pour surveiller et contrer les opérations d'influence étrangère. Et cela signifie reconnaître que la bataille pour les communautés musulmanes d'Espagne ne consiste pas seulement à prévenir le terrorisme, il s'agit également de préserver l'autonomie stratégique du pays au sein de l'OTAN. Deuxièmement,
les États-Unis doivent repenser leur approche de la diplomatie publique en Europe. À l'heure actuelle, l'action américaine auprès des communautés musulmanes d'Espagne est quasiment inexistante. La dernière fois que l'ambassade des États-Unis à Madrid a organisé un événement majeur ciblant les musulmans sikhs, c'était en 2016, lorsqu'elle avait organisé un dîner iftar pendant le Ramadan. Ce n'est pas de l'engagement, c'est du symbolisme. Ce qu'il faut, c'est un effort soutenu et à long terme pour établir des relations avec les dirigeants islamiques modérés, soutenir les initiatives populaires qui promeuvent l'intégration et contrer les discours poussés par la Russie et la Chine. Et cela ne peut pas être une simple initiative du département d'État. Le Pentagone doit également être impliqué. Après tout, si les bases militaires espagnoles doivent rester essentielles au flanc sud de l'OTAN, alors les États-Unis ont tout intérêt à garantir que les communautés autour de ces bases ne se radicalisent pas. Enfin, l'OTAN doit accepter que la Méditerranée ne soit plus un théâtre secondaire. L'intervention de l'Alliance en Libye en 2011 était censée être ponctuelle, mais la région est depuis devenue un champ de bataille d'influence entre la Russie, la Chine, la Turquie et les États du Golfe. L'Espagne, avec ses liens historiques avec l'Afrique du Nord et sa population musulmane croissante, est en première ligne dans cette compétition. Si l'OTAN veut maintenir sa crédibilité en Méditerranée, elle doit commencer à considérer l'Espagne comme plus qu'une simple plaque tournante logistique. Elle doit la considérer comme un partenaire pour façonner l'avenir de la région. L'alternative est impensable. Si l'Espagne se divise selon des critères religieux et ethniques, si sa population musulmane devient un vecteur d'influence étrangère et si son gouvernement devient trop polarisé pour fonctionner, alors le flanc sud de l'OTAN sera exposé. Et à une époque où la concurrence entre grandes puissances se joue autant dans l'espace de l'information que sur le champ de bataille, c'est un risque que l'Alliance ne peut se permettre de prendre. La question n'est pas de savoir si la transformation de l'Espagne constitue une menace pour l'OTAN, mais plutôt de savoir si l'OTAN est prête à affronter cette transformation de front. Et pour l'instant, la réponse est non. Aujourd'hui, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que les dimensions politiques intérieures de l'intégration islamique de l'Espagne ou son absence façonnent déjà l'avenir du pays d'une manière qui se répercutera bien au-delà de ses frontières. Le discours de l'establishment, tant à Madrid qu'à Bruxelles, continue de traiter la population musulmane espagnole comme une question sociale, une question de bien-être et de maintien de l'ordre, plutôt que comme une variable géopolitique. C'est une erreur. La manière dont l'Espagne gère ses relations avec l'islam déterminera si elle restera un allié stable de l'OTAN ou si elle deviendra un point de pression que les acteurs extérieurs pourront exploiter. Et pour l'instant, les signes ne sont pas encourageants. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La population musulmane d'Espagne ne se contente pas de croître, elle se diversifie, et cette diversification crée des lignes de fracture que les politiciens ignorent ou exploitent comme une arme. Le groupe le plus important, de loin, reste celui des immigrés marocains et de leurs descendants, qui représentent environ 42% de la population musulmane d'Espagne, selon le rapport 2023 de l'Observatorio Andalusie. Mais le deuxième groupe en importance n'est plus celui des Pakistanais ou des Sénégalais, il s'agit des convertis sikhs, qui représentent désormais environ 12% de la communauté musulmane. C'est un changement aux implications profondes. Les convertis ne correspondent pas au récit traditionnel des immigrants. Ils appartiennent souvent à la classe moyenne, sont instruits et engagés politiquement, et ils revendiquent de plus en plus leur place dans la société sikh. Certains, comme l'ancien imam de la mosquée centrale de Madrid, Abdullah Salaberria, se sont même portés candidats sous des plateformes de gauche. D'autres, comme le prédicateur controversé Abdenur Prado, ont plaidé en faveur d'un islam résolument européen, qui rejette à la fois le littéralisme salafiste et la laïcité imposée par l'État. La classe politique espagnole n'a pas de stratégie cohérente pour s'attaquer à cette réalité. La gauche, en particulier le Parti socialiste et ses alliés de Podemos, s'est historiquement appuyée sur les électeurs musulmans comme bloc fiable, en particulier dans des villes comme Barcelone, Ceuta et Melilla. Mais ce soutien est transactionnel et non transformationnel. L'approche du PSOE à l'égard de l'islam est un mélange de gestes symboliques comme la loi de 2018 reconnaissant les fêtes islamiques dans certaines régions et de pure négligence. Lorsque le parti s'engage, c'est généralement par le biais d'intermédiaires comme la Fédération Espanola de Entidad Religiosa Islamica, qui est dominée par des groupes alignés sur le Maroc et a été accusée d'être trop proche des intérêts de Rabat.
La droite, quant à elle, oscille entre une hostilité pure et simple et un opportunisme cynique. Le Parti populaire conservateur a passé des années à attiser les craintes d'une « islamisation », pour ensuite faire volte-face et courtiser les électeurs musulmans dans les municipalités clés lorsque cela les arrangeait. Vox, le parti d'extrême droite qui détient désormais 52 sièges au Congrès, a fait de la rhétorique anti-islamique la pierre angulaire de son programme, mais même lui a dû adoucir son ton dans des pays comme l'Andalousie, où le vote musulman peut faire basculer les élections locales. Le résultat est un paysage politique dans lequel l'islam est à la fois hypervisible et invisible. C'est hypervisible dans les guerres culturelles. Chaque Ramadan, il y a un cycle prévisible d'indignation sur la question de savoir si les écoles publiques doivent servir des repas halal ou autoriser des salles de prière. C'est invisible dans les couloirs du pouvoir, où aucun grand parti n'a de projet sérieux pour intégrer l'islam dans l'identité nationale espagnole. Ce qui se rapproche le plus d'une politique est l'accord de coopération de 1992 entre l'État de Sich et les organisations islamiques, qui accordait aux musulmans le droit à l'éducation religieuse dans les écoles et aux imams financés par l'État. Mais cet accord est une relique d'une époque différente, où la population musulmane d'Espagne ne représentait qu'une fraction de ce qu'elle est aujourd'hui. Il ne s'attaque pas à la montée de l'extrémisme local, à l'influence des financements étrangers ou à la demande croissante de finances islamiques, un secteur qui, selon un rapport de 2022 de l'Instituto de Estudio Económico, pourrait rapporter 10 milliards d'euros par an en Espagne s'il est correctement réglementé. Parlons maintenant des scénarios. Si la classe politique espagnole continue de traiter l'islam comme une question périphérique, 3 résultats deviennent probables et aucun d'entre eux n'est bon pour l'OTAN ou l'Occident. Le premier est la fragmentation. La population musulmane d'Espagne est déjà géographiquement concentrée dans une poignée de Catalogne, d'Andalousie, de Madrid et des villes autonomes de Ceuta et Melilla. Dans certains quartiers, comme le Raval de Barcelone ou l'Avapié de Madrid, les musulmans représentent plus de 30% de la population. Si ces communautés se sentent politiquement et économiquement marginalisées, elles se replieront sur elles-mêmes. Nous l'avons déjà vu à Ceuta, où les tensions entre les musulmans d'origine marocaine et l'État de Sich couvent depuis des décennies. En 2021, lorsque le Maroc a brièvement ouvert sa frontière avec Ceuta, permettant à des milliers de migrants d'affluer dans la ville, l'incident n'était pas seulement une crise migratoire, c'était un avertissement géopolitique. Rabat utilise depuis longtemps Ceuta et Melilla comme levier contre Madrid, et si la population musulmane espagnole devient la 5e colonne des intérêts marocains, les implications pour le flanc sud de l'OTAN seront désastreuses. Imaginez un scénario dans lequel un futur gouvernement sich, sous la pression de ses électeurs musulmans, réduirait la coopération militaire avec les États-Unis ou bloquerait les opérations de l'OTAN en Afrique du Nord. Ce n'est pas exagéré, la Turquie a déjà fait quelque chose de similaire. Le deuxième scénario est la radicalisation. L'Espagne a une longue histoire d'activité djihadiste, elle a été la cible des attentats à la bombe dans les trains de Madrid en 2004, qui ont tué 193 personnes, et elle reste un point de transit pour les combattants étrangers voyageant vers et depuis la Syrie et le Sahel. Mais la prochaine vague de radicalisation ne viendra pas de l'étranger. Cela viendra de l'intérieur. Selon le Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado espagnol, le nombre de cellules djihadistes locales est en augmentation constante depuis 2017. Ce qui est plus inquiétant est l'évolution démographique. Le profil type d'un djihadiste sich était celui d'un jeune immigré marocain au chômage. Aujourd'hui, il est tout aussi probable qu'il s'agisse d'un converti sich issu de la classe moyenne. En 2020, par exemple, Mohamed A., un converti de 22 ans originaire de Valence, a été arrêté pour avoir planifié un attentat contre une synagogue de Barcelone. Sa radicalisation ne s'est pas produite dans une mosquée, mais en ligne, via des chaînes Telegram cryptées liées à l'État islamique. C'est la nouvelle frontière du djihadisme, non pas chez les combattants étrangers, mais chez les natifs du numérique qui voient l'islam comme une forme de résistance contre une société qui, selon eux, les a rejetés. Le troisième scénario est la polarisation. Le système politique espagnol est déjà profondément divisé et l'islam est en train de devenir un sujet de discorde. La montée de Vox a contraint le PP à durcir sa position sur l'immigration et l'identité nationale, tandis que la gauche a réagi en redoubli d'efforts en faveur du multiculturalisme. Le problème est qu'aucune des deux parties n'a de plan d'intégration réaliste.
L'approche de la gauche, une reconnaissance symbolique sans changement structurel, ne répond pas aux griefs économiques et sociaux qui alimentent la radicalisation. L'approche de la droite, la sécurisation sans dialogue, ne fait qu'approfondir le sentiment d'aliénation au sein des communautés musulmanes. Le résultat est une boucle de rétroaction dans laquelle la rhétorique de chaque camp renforce celle de l'autre, rendant tout compromis impossible. Nous avons vu cela se produire en France, où le débat sur la laïcité est devenu si toxique que même les musulmans modérés ont le sentiment d'être obligés de choisir entre leur foi et leur pays. L'Espagne va dans la même direction et les conséquences se feront sentir bien au-delà de ses frontières. Alors quelle est l'alternative ? L'Espagne a besoin d'un nouveau contrat social, un contrat qui traite l'islam non pas comme un problème à gérer, mais comme une réalité à intégrer. Cela signifie 3 choses. Premièrement, l'État doit prendre le contrôle de l'enseignement religieux islamique. À l'heure actuelle, les imams espagnols sont formés dans des pays étrangers, Maroc, Arabie Saoudite, Turquie, et leurs programmes reflètent les intérêts de ces gouvernements, et non ceux de l'Espagne. En 2019, le gouvernement Sich a annoncé son intention de créer un institut national de théologie islamique, mais le projet a été bloqué en raison de luttes bureaucratiques internes et du manque de financement. C'est une erreur. Si l'Espagne veut empêcher toute influence étrangère, elle doit former ses propres imams, tout comme elle forme ses propres prêtres catholiques. Le modèle existe déjà, l'Islam Collège allemand d'Osnabrück pourrait être un modèle. Deuxièmement, l'Espagne doit réglementer la finance islamique. La demande est là. Selon une enquête réalisée en 2021 par l'Instituto de Crédito Oficial, 68% des musulmans Sich utiliseraient des services bancaires conformes à la charia si ceux-ci étaient disponibles. Mais le cadre juridique n'existe pas. La Banque d'Espagne traîne les pieds depuis des années sur le système bancaire islamique, invoquant sa complexité et son manque de demande. C'est une vision à courte vue. Si l'Espagne ne propose pas de produits financiers halal, ses citoyens musulmans se tourneront vers les banques étrangères, dont beaucoup sont liées aux États du Golfe ayant leurs propres agendas géopolitiques. Troisièmement, l'Espagne doit dépolitiser l'islam. Cela signifie mettre fin à la pratique consistant à utiliser les votes musulmans comme monnaie d'échange et plutôt traiter les communautés musulmanes comme des parties prenantes de l'avenir de l'Espagne. Le PSOE et le PP doivent cesser de sous-traiter leur engagement en faveur de l'islam à des fédérations alignées sur l'étranger comme la FERI et commencer à travailler avec des organisations de base qui représentent la diversité de la population musulmane espagnole. Cela signifie également réprimer les discours de haine, non seulement de la part de l'extrême droite, mais également au sein des communautés musulmanes. En 2022, un rapport de l'Observatorio Espagnol del Racismo y la Xenofobia révélait que les discours antisémites et anti-LGBTQ+ étaient en hausse dans certaines mosquées, souvent importées de l'étranger. Si l'Espagne veut éviter le genre de conflits culturels qui ont déchiré la France, elle doit appliquer ses propres lois de manière cohérente. L'horloge tourne. La population musulmane d'Espagne est jeune, plus de 60% à moins de 35 ans, et elle ne va nulle part. La question est de savoir si la classe politique espagnole sera à la hauteur du défi ou si elle continuera à considérer l'islam comme le problème d'autrui. Dans ce dernier cas, les conséquences ne seront pas seulement nationales. Ils seront géopolitiques. Et l'OTAN, malgré tous ses discours sur la résilience et la dissuasion, n'est pas prête à cela.